L'énergie, en particulier l'électricité, est une ressource capitale pour le développement économique et humain. La disponibilité en électricité sous-entend la fourniture des services essentiels comme l'éducation en apportant la lumière dans les foyers et dans les écoles, la sécurité ou la santé, des aliments pour la réfrigération, l'accès aux technologies de communication ou encore l'amélioration de la productivité des activités agricoles et économiques. En République démocratique du Congo, le secteur de l'énergie est libéralisé depuis 2014, ce à travers la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. L'exposé des motifs de cette loi stipule, je cite, « L'électricité est l'un des facteurs majeurs et irréversibles qui conditionnent le développement économique, social, technologique et culturel de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les communautés ou de tout individu pris isolement. » Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, c'est donc celui-là le contexte que nous voulons devoir évoquer dans cette émission, couplé des questions environnementales, RDC Environnement, Monde Vert, Éco-développement, à travers cette production. Et nous avons, pour en parler, d'abord Idriss Moufouka, c'est lui-même qu'on appelle, si on peut le dire ainsi, les messieurs énergie renouvelable à l'Institut national des préparations professionnelles INPP. Nous avons maître Eric Kassongo qui, lui, est donc porte-parole du réseau Mwangaza, une structure qui milite pour l'accès à l'électricité pour tous. Et enfin, nous avons Emmanuel Moussouyou qui, lui, est secrétaire technique de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP. À tous, bienvenue donc dans cette émission. Pour en parler, nous avons également nos jeunes du réseau Mwangaza qui sont derrière nos invités. Merci beaucoup. Ma question cadre avec l'actualité. Donc, vous allez répondre à ma question à tour de rôle. On a vu le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de sa tournée dans l'espace Grand Kassaï, ressusciter les dossiers de la centrale de Katende jusqu'aujourd'hui, dans sa phase, qui est jusqu'aujourd'hui, dans sa phase de construction à 65%, selon les informations reçues de la présidence. Est-ce qu'on est en train de tourner en rond avec des projets de construction de barrages hydroélectriques, Emmanuel Moussou? Le problème et les grands problèmes chez nous, c'est qu'il y a un problème de planification énergétique. Parce que nous avons ce potentiel, comme vous le savez. Je pense que le club Mwangaza connaît, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui la classe dit qu'on a plus de 100 000 mégawatts en hydroélectricité, simplement. Chose qui peut nous permettre de construire des barrages un peu partout à travers le pays. Mais le problème, c'est que comment on procède pour arriver à des résultats dans ce que nous voulons. Déjà ici, quand je parle de la planification, c'est vérifié. Parce que vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs barrages qui ont été construits ces dernières années. Vous avez cité Katende, on peut citer Kakobo là également, on peut citer Zongo. C'est des projets commencés, financés, mais ils n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il y avait par exemple telle chose qu'on avait ignoré de mettre dans la planification. Je prends le cas des Zongo. Par exemple, on construit un barrage, on met en service ces machines, mais on se rend compte qu'on avait oublié de planifier la ligne de transmission. Vous voyez, donc c'est pas du tout normal qu'un pays comme celui-là, avec un potentiel que tous connaissons, puisse avoir de problèmes sérieux en termes d'accès à l'électricité. Quelqu'un a parlé de la population qui est en train de croître, mais la dernière fois qu'on a eu un barrage, on dira que c'est Zongo, mais avant Zongo, c'est depuis les années 90 qu'on n'a pas eu de nouvelles productions, même bien avant. Vous voyez, dans l'entretemps, on ne produit pas, mais la population accroît. C'est comme ça que vous verrez que si hier on parlait de 10% d'accès à l'électricité, je vois même la Banque mondiale qui, depuis 2012, parlait de 15% d'accès à l'électricité en termes de taux. Mais s'il faut voir depuis 2015 à aujourd'hui, on a régressé. C'est tout à fait normal qu'on se retrouve à moins de 8%, comme disait le chef de l'État, d'accès à l'électricité. Le problème n'est pas celui de construire le barrage. Le problème, c'est celui de comment on fait notre projet, comment on planifie le projet. Mais on doit avoir une bonne planification coordonnée pour tout le secteur, pour toutes les ressources hydroélectriques,
pour toutes les ressources solaires, pour toutes les ressources géothermiques, etc. Vous voyez, chose qui pourra nous permettre au bout du temps d'avoir des résultats par rapport à ce que nous voulons justement. Et ce que nous voulons, c'est l'accès pour tous à l'énergie, parce que la Constitution de la République donne le droit à tout le monde d'accéder à une énergie propre, durable et abordable. Vous voyez, donc c'est ce que je donnerai comme réponse à votre question. On tourne en rond, c'est ça l'impression que ça donne justement, parce que ceux qui mènent des projets ne les font pas pour avoir des résultats. Permettez le terme. Ingénieur Idriss, vous êtes expert en énergie renouvelable. Votre opinion par rapport à ma question? Il se pose un problème de planification, mais le vrai problème, c'est la philosophie d'implantation des ouvrages énergétiques. La RDC n'est pas en train d'inventer la roue. Il faut d'abord commencer par se poser la question, pourquoi on construit un ouvrage énergétique? J'ai toujours dit ceci. Depuis que le Congo existe, nous n'avions jamais connu un ouvrage énergétique qui soit construit pour desservir directement la population. À l'époque coloniale, tous les ouvrages qu'on a dans notre pays, c'était soit pour des fins d'exploitation minière ou encore forestière. Ils arrivent quelque part, ils ont besoin d'exploiter les minerais. Ils se disent, bon voilà, on a besoin de l'électricité, ils vont implanter un ouvrage. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez, par exemple, on prend l'électricité du Congo central jusqu'au Katanga, ça traverse la province du Grand Bandundu, les Kasaï, mais ces deux provinces sont complètement dans les noirs. Et donc, ce n'étaient pas des projets, des ouvrages énergétiques qui étaient implantés pour desservir la population. Alors, maintenant, les ouvrages qui sont construits par les gouvernements congolais, c'est construit également pour des fins politiques ou électorales. Je prends l'exemple du projet Katende et Kakobola. Ces projets ont été érigés dans quel contexte? C'était pour des fins électorales parce que le régime de l'époque voulait gagner l'électorat du Kasaï et du Bandundu. Alors, ça signifie quoi? Certes, le président de la République est passé dans ses ouvrages, mais s'il va intervenir aussi pour des fins électorales ou politiques, croyez-moi, il n'y aura pas de résultats. Ou soit, ces ouvrages les travaux vont prendre fin comme à Kakobola, mais il va se poser des problèmes. Je vous donne l'exemple du projet Kakobola. C'est imaginable pour un pays comme le nôtre. On conçoit un projet de construction d'une centrale. Le projet, en principe, prend en compte la production, les transports et puis la distribution. On construit la centrale, c'est à mi-parcours, on vous dira, voilà, ils avaient oublié les transports. C'est comme Emmanuel l'a dit. C'est pas possible. C'est pas possible. On choisit les sites d'implantation de l'ouvrage, mais vous allez voir que des 622, quand vous êtes sur la route numéro 1, des 622 jusqu'à la centrale, on vous dira ils ont oublié l'asphaltage de ces tronçons. Et donc, tout projet énergétique qui est mis en œuvre pour des fins électorales, pour des fins politiques, ne marchera jamais dans ces pays. Il faudrait que le gouvernement congolais change les narratifs. Certes, le président de la République, il est passé à Katende, il a vu. Et même les 65%, c'est faux et archi faux parce que 65%, ça dit que la centrale est déjà opérationnelle et les 15%, on peut parler du transport, distribution, ainsi de suite. Il y a encore une autre faiblesse dans les projets qui sont implantés ou initiés pour des fins politiques. Vous allez voir par exemple la centrale de Katende qui va produire plus de 50 MW, je crois. Mais ça va desservir que la ville de Kananga et puis il y a une autre ligne qui va aller en Bujimaï. Et donc, sur le plan organisationnel, sur le plan de dispatch, il va se poser, est-ce qu'on peut produire plus de 50 MW pour desservir que les chefs liés, hein, donc, et le reste des provinces, il faut encore construire d'autres projets. Vous allez à Kakobola, c'est la même chose. Donc, pour dire que je crois à la volonté du chef de l'État, il est passé à Katende et bientôt, je crois, il sera encore dans les culous à Kakobola
Mais si c'est pour des fins électorales, nous allons tourner en rond et il n'y aura pas de changement. Maître Kassongo, comment réagissez-vous à ma question? De deux manières. Premièrement, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est très important que les gens retiennent la question de la planification. Dans une planification, vous avez ce qu'on appelle un plan intégré de développement de ressources énergétiques d'un pays. C'est-à-dire que aucune infrastructure, aucun ouvrage destiné à la production électrique n'est érigé si elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan donné. Ça veut dire que si nous n'avons pas un plan d'électrification pour le pays, vous pouvez comprendre aussi que directement qu'on n'a pas aussi de plan d'électrification provincial. Donc, les projets hydroélectriques qui s'inscrivent en dehors d'un cadre donné ou d'un contexte donné, conçus pour imaginer pour développer la zone de manière correcte, eh bien, elle n'aboutit pas. C'est le cas des Katende, c'est le cas de beaucoup d'autres projets qui tombent comme un cheveu dans la soupe. Nous avons un gouvernement qui aime beaucoup les sollicitations extérieures. Ce n'est pas mauvais, mais il faut prendre le temps de travailler pour produire soi-même, au niveau interne, un plan intégré de développement de toutes les sources énergétiques qui existent. De sorte qu'on ne sera pas surpris de voir qu'un projet comme Katenge a été développé parce que ça rentre dans le cadre du développement du plan d'électrification de la province où elle s'est retrouvée. Donc il y a ce problème-là d'absence de plan qui fait qu'on se lance et puis on est bloqué. Le deuxième problème, c'est le problème de la gouvernance. La gouvernance dans ces secteurs pose aussi un problème. Parce que l'initiative de ces genres de projets montés à la va-vite et de façon isolée échappe parfois aux canaux officiels, aux canaux traditionnels et amène à la mise en place de petites structures, des petits comités qui gèrent, qui sortent du cadre de la gestion normale. Il faudrait que sur le plan institutionnel, on puisse définir, c'est vrai que le contexte est libéralisé, mais lorsque un projet doit être lancé, elle est sous la supervision de qui? Vous apprendrez que au moment du lancement des Kakobo, là, on a installé un comité ad hoc pour le suivi de ce projet-là, qui jouissait d'une indépendance alors tellement grave qu'on ne vous dira pas ce qui s'est passé dans la gestion. Et ça, c'est un désordre. Que fait le secrétariat général à l'énergie et ressources hydrauliques? Si on doit, à chaque fois qu'un projet doit être initié, créer un comité. Je pense qu'il y a aussi un comité comme ça pour Katende qui a été créé, qui est en charge de gérer, de suivre la gouvernance justement de ce qui se passe dans le... Donc c'est un désordre qui est à la fois institutionnel et qui est occasionné par l'absence d'une planification énergétique qui inclut la planification au niveau des provinces. Merci beaucoup à tous les trois, mais certaines données du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pensent que 1,6 milliard de personnes vivent aujourd'hui sans accès à une quelconque source d'énergie. Et en Afrique subsaharienne, la situation est encore plus catastrophique, que ce soit dans les zones urbaines ou encore dans les zones rurales. Mais aujourd'hui, la tendance est celle de migrer des énergies vers les énergies nouvelles, les énergies traditionnelles, hydroélectricité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ingénieur Idriss, la République démocratique du Congo est au rendez-vous de cette migration des énergies traditionnelles vers les énergies renouvelables aujourd'hui qui, on l'a dit, sont difficilement accessibles à cause des coûts, à cause des difficultés d'installation et ainsi de suite? En principe, en RDC, on ne peut pas parler de la migration vers les énergies vertes. Donc nous, on n'est pas à ces contextes ne nous concernent pas. Et par contre, c'est le contexte de la transition énergétique qui nous intéresse. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens pensent que l'hydroélectricité ne fait pas partie des énergies propres ou vertes. Non. Le problème, parce qu'on relie les potentiels hydrauliques à la gestion de la Société nationale de l'électricité. En tout cas, alors ça, c'est un problème de gestion. Mais l'hydroélectricité fait partie des énergies renouvelables
Ce qui est vrai, le pays est traversé par l'équateur. On a un potentiel solaire énorme, on a un potentiel en biogaz, géothermique et tout. Et donc, on parle de la migration vers les énergies propres si on était en train d'utiliser les énergies fossiles jusqu'à 90% ou même jusqu'à 100%. Mais les Congo utilisent les énergies fossiles à un pourcentage très faible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par contre, quand on parle de la transition énergétique, ce n'est pas également dans le sens de transiter, de quitter l'énergie A vers l'énergie B, mais c'est dans le sens de l'exploitation efficiente de tous les potentiels énergétiques, de bonne qualité, mais à un bon prix. Donc aujourd'hui, pour sortir de la précarité énergétique qui menace notre pays, c'est une condition sine qua non. Il faut aller par ce qu'on appelle le mix énergétique. Il faut souligner également que le Congo n'a pas de village. Ça peut vous choquer, mais c'est ça la vérité. On n'a pas de village. On a des petites maisons qui sont regroupées à des endroits X ou Y. Parce que la plupart de nos villages ne sont pas urbanisés. Vous allez trouver un village, mais les maisons sont construites à des distances de 200, 300 mètres, 400 mètres. Ce qui pose problème en matière comment on appelle ça, en matière de distribution des transports. Donc, on ne peut pas dépenser des millions de dollars pour desservir un petit village qui, en revanche, ne va rien produire. L'électricité a été créée ou inventée pour booster l'économie. Et voilà, donc on vous donne de l'électricité, mais cette électricité, vous devez l'utiliser pour produire. Alors, ce qui fait que déjà, nous n'avons pas de villages qui sont urbanisés. Et c'est la raison pour laquelle, là où la population est concentrée à une seule zone, on peut regarder quel est le potentiel énergétique qui peut marcher avec ces coins. Est-ce qu'il faut utiliser les solaires? Est-ce qu'il faut aller avec l'hydroélectricité? Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons que je suis en train de dire que c'est une grosse erreur. Par exemple, dans les programmes du chef de l'État pour le développement des 145 territoires, on a retenu les volets électrification de ces territoires. Ils ont retenu que l'énergie solaire. Ça, c'est une grosse erreur. Ça ne marchera jamais. Et donc, il est temps maintenant de revoir les tirs et pour parler du mix énergétique. Utiliser des solutions qu'on appelle des solutions contextualisées, des solutions adaptées. Je suis à Masimanimba. Quel est le potentiel énergétique qu'il y a à Masimanimba? Je regarde ces potentiels. Oui, ils ont les potentiels hydrauliques, ils ont les solaires, mais lesquels qui peuvent faire en sorte que la population soit non seulement desservie, mais qu'on ne puisse pas également dépenser des millions de dollars pour donner de l'électricité. Il faut vraiment une stratégie pragmatique, adaptée, contextualisée aux réalités du Congo. Et c'est pour cette raison, Maître l'a dit, le gouvernement est tellement très sensible aux gens qui viennent d'ailleurs. Hein? On prend un monsieur qui ne connaît pas les Congo, il connaît les Congo que sur l'Internet. Non, non, voilà, je vais vous donner 600 mégawatts. Ben, est-ce que ces 600 mégawatts, ça sera dispatché comment? Et vous voyez, donc, je crois qu'il faut aller vraiment sur ces contextes de mix énergétique. Emmanuel Moussoulou, mix énergétique, oui, mais dans quelles conditions la RDC peut-elle réellement accéder à ces mix énergétiques? Le mix, c'est le fait d'associer différentes sources d'énergie pour la production de l'électricité. Et déjà, nous sommes champions en hydroélectricité. Notre plus faible potentiel en solaire en RDC est plus que le potentiel entier ou complet de l'Allemagne en solaire. Nous avons la biomasse avec la forêt équatoriale, avec tout ce qu'on a comme ressources. Nous avons l'éolien également, bien qu'un peu plus faible par rapport à d'autres ressources. Nous avons la géothermie, c'est-à-dire qu'il est possible pour nous de développer toutes ces sources. Mais peut-être avant que je n'avance, je veux revenir sur le problème même de la transition énergétique. Parce qu'il a bien dit, nous, on n'a pas ce problème de migration. Parce que déjà, s'il faut voir l'échiquier, hein, notre mix énergétique, la répartition, vous allez vous rendre compte que l'hydroélectricité prend 4% sur 100. 4% en fait dans cette répartition. Vous verrez que le pétrole prend 2%. Et la biomasse, le bois énergie,
prendre 94% dans cette répartition, dans notre mix énergétique actuel. Donc, on n'a pas de problème parce que la migration, c'est quitter le fossile, le nucléaire, vers les énergies propres. Mais là, on reste dans ces contextes-là. Et déjà, le problème chez nous, justement, c'est la transition énergétique. Comment faire en sorte que le 94% consommé par le bois énergie, par la biomasse, puisse être réduit de sorte à réduire aussi la pollution, et comment maximiser, n'est-ce pas, la production ou la consommation des énergies vertes, comme les solaires et autres. C'est ça, en fait, le grand problème de la RDC. Mais même alors, vous vous rendrez compte que parce qu'il y a faible production en énergie, donc il y a un grand besoin, ce qui fait que de plus en plus, les populations commencent à recourir aussi à l'utilisation de certaines sources comme le pétrole, en fait, les générateurs qui nous poussent justement à utiliser de l'énergie fossile, alors que nous avons suffisamment de potentiel pour, n'est-ce pas, aller au-delà. Donc pour nous, c'est juste cette problématique des stratégies qu'il faut mettre en place pour arriver justement à résoudre ce problème de plus de consommation, n'est-ce pas, du bois énergie. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est déjà à la COP 26, le chef de l'État a renouvelé l'engagement de la RDC à réduire de 20%, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, les émissions. Et pour en arriver là, il faudrait justement pousser le développement d'autres formes d'énergie. Alors, je voudrais peut-être aborder aussi la question de 145 territoires. En même temps, moi, je vais aborder ça en encourageant, n'est-ce pas, cette nécessité que le gouvernement s'adapte dans le développement d'un secteur décentralisé. Maître Eric a parlé du projet Grand Inga, mais je pense qu'aujourd'hui, le plus grand retard que connaît la RDC en termes du développement de son secteur énergétique, c'est parce qu'il s'est laissé distraire par le développement du projet Grand Inga. Déjà, dans cette phase où nous sommes, les négociations ont commencé depuis 2013, même bien avant, vous voyez. Mais au bout du compte, il n'y a pas de résultat. Et même s'il faut revenir en arrière, l'énergie que nous avons de Inga 1, Inga 2 n'a pas non plus permis au pays de développer son secteur de l'énergie ou de donner à tout le monde cette électricité-là. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans cette philosophie d'un système centralisé, où la production se trouve quelque part et la consommation, on a mentionné le fait que les lignes passent sur nos provinces. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution, il y a lieu justement de renforcer le côté décentralisé de la gestion de ces secteurs pour que ça nous amène à des résultats palpables. Mais pourquoi nous parlons de la décentralisation du secteur de l'énergie? Parce qu'aujourd'hui, à travers la loi, certes, les autorités au niveau des provinces ont le pouvoir aujourd'hui d'engager des secteurs, d'attribuer certaines concessions ou certaines autorisations à des opérateurs. Mais on constate qu'il y a un problème, un sérieux problème, celui de l'appropriation même de cette notion de la décentralisation. Vous voyez, ils ont le pouvoir, mais ils ne maîtrisent pas en amont la loi qui leur donne, qui leur accorde ce pouvoir, et ils ne savent pas par la suite comment manager le secteur pour qu'il y ait plus d'investissements et pour que, n'est-ce pas, ces investissements nous aident à améliorer le taux d'accès à l'électricité. Raison pour laquelle ici, peut-être la grande recommandation à l'autorité, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à renforcer cette notion de la décentralisation du secteur de l'électricité pour qu'il y ait plus d'incitation, pour qu'il y ait plus d'initiatives auprès des autorités au niveau local, de sorte que le secteur puisse être boosté. Maître Eric, les réseaux Mwangaza militent non seulement pour l'hydroélectricité, mais surtout pour ces mix énergétiques, donner de l'énergie à tous à travers les énergies renouvelables et nouvelles et renouvelables. Oui, justement. Moi, j'appelle ça diversifier le mix énergétique. Aujourd'hui, le mix énergétique est dominé par la biomasse, comme on vient de l'entendre, à 94%. Malgré tous les potentiels hydroélectriques que nous avons, le potentiel développé jusqu'à présent représente moins de 3000 MW. Hein? On parle d'un potentiel hydroélectrique de 100 000, mais le potentiel développé actuellement représente moins de 3000 MW. Ou aussi autour de cela.
Donc c'est à développer aussi intelligemment les sources énergétiques qui existent et qui ne sont pas. Qu'on peut rééquilibrer et faire la balance pour faire baisser le pourcentage de 94% actuel de l'utilisation de la biomasse, hein, à 50 ou à 60. Et pour cela, on ne peut le faire que s'il y a des plans intelligents de développement et d'exploitation de sources renouvelables qui existent. On vous a parlé de la géothermie. Aujourd'hui, en termes de savoir-faire, en termes de technologie, hein, en termes même d'institutions qui adressent cette question-là de la source de la géothermie, on n'a pas de compétences. On n'a pas de compétences, on n'a pas de plan. On n'a rien, à moins que l'ingénieur puisse peut-être me corriger sur ce point-là. Vous voyez, nous avons un sérieux problème justement à nous doter des ressources nécessaires qui permettent de développer les autres sources énergétiques pour équilibrer ces mix énergétiques-là et les diversifier à long terme, de sorte que on ne puisse pas parler en ce qui nous concerne de la migration, hein, mais d'une vraie transition énergétique dont l'objectif serait de rééquilibrer les niveaux de consommation de ressources que nous avons. Vous voyez? Et ça, c'est un des problèmes les plus importants que nous avons dans ces pays, parce que ça demande qu'on fait des états généraux, on fait des forums sur l'énergie, ainsi de suite, mais on n'aborde jamais cette question-là de manière courageuse. Autrement, dans quelques années, vous allez voir les couverts forestiers, en tout cas, qui entourent les grandes villes, les milieux périurbains, et disparaître complètement, comme c'est déjà parti en vrille. Bien sûr, nous avons un potentiel, un couvert forestier encore très riche, hein, et même qui est inexploité. Mais nous ne pouvons pas compter que sur une seule source, alors que nous pouvons nous donner les chances de développer les intelligences nécessaires qu'il faut pour équilibrer les mix énergétiques. Maître Eric, tout au long de l'année 2021, vous avez été sur tous les fronts, particulièrement sur le dossier du barrage Hydro-Dinga. Vos propositions vont dans le sens de promouvoir les mini ou micro barrages en RDC, sans oublier les énergies renouvelables. C'est quoi le leitmotiv? Le leitmotiv est seul et unique. C'est améliorer le taux de desserte de la RDC. La RDC n'est pas simplement un scandale géologique, il est aussi un scandale sur le plan énergétique. C'est-à-dire nous avons tout pour nous électrifier et électrifier les voisins, mais nous refusons de le faire et nous faisons des mauvais choix. Notre combat pour Inga, comme nous avons l'habitude de le répéter souvent, que cela soit bien dit et entendu, nous ne sommes pas contre le développement par la RDC du site Inga. Nous sommes contre sa priorisation à l'ère actuelle. Parce que nous avons mieux à faire. Vous voyez, lorsqu'on priorise un projet comme tel, eh bien, on somnole pendant des années, une dizaine d'années, à réfléchir sur des scénarios, sur comment il faut mettre autant d'argent, ainsi sur la mobilisation de ressources. Parce que nous sommes incapables, avec le budget actuel de ce pays, de prétendre nous lancer nous-mêmes dans la production de l'énergie Dinga. Vous voyez, pour que le gouvernement congolais puisse développer un projet aussi costaud, il doit être lui-même costaud. Ce n'est pas le cas. Et donc, un projet qui a tendance à dépendre des caprices, hein, et des priorités des investisseurs qui viennent d'ailleurs, qui vous amènent les designs qui correspondent à leurs propres ambitions, eh bien, c'est un projet, nous disons, contre-productif. Parce que, au-delà du fait que nous avons aussi d'autres sources que nous pouvons développer pour électrifier le pays, c'est juste nous engager dans des choses qui dépassent notre niveau alors que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Je serais heureux, moi, de voir le gouvernement congolais se lancer dans le projet Inga lorsqu'on sera en mesure de développer
de proposer un budget national de 50 milliards de dollars, 60 milliards de dollars. À ce moment-là, lorsqu'on veut faire un projet de 14 milliards, ça ne pèse pas. Mais pas lorsque vous êtes en deçà de 5 milliards ou en deçà de 10 milliards de dollars, vous lancez dans un projet de 14 milliards. C'est proprement absurde. Parce que ça vous transforme en marionnette des investisseurs. Et je pèse mes mots quand je dis en marionnette des investisseurs, parce qu'on vous met dans une situation telle que vous devez vous abreuver aux ambitions des investisseurs qui brandissent les milliards de dollars qu'ils vont injecter. Ce n'est pas réaliste. Ce qui est réaliste, c'est de se lancer vers les microcentrales. On a identifié plus de 780 sites pour développer les microcentrales qui sont proches des communautés. Et bien lancer le développement de ces microcentrales-là. Je reviens sur une notion très importante lorsque l'ingénieur a parlé du fait qu'on ne peut pas apporter de l'énergie électrique qui coûte très cher dans un village où il n'y a que des cases. Il a raison. Mais qu'est-ce que les autres font ailleurs? Lorsqu'on conçoit des projets d'électrification qui peuvent atteindre aussi des villages, c'est que ces projets-là s'accompagnent des astuces et des scénarios pour développer ce qu'on appelle les usages productifs au sein des communautés. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'énergie, mais vous êtes déjà coaché sur la meilleure manière de transformer cette énergie-là en opportunité économique. C'est ce que nous devons faire et c'est ça notre priorité et pas des grands projets qui dépassent de très loin notre budget national. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous rappelons qu'au cours de ce tournage de l'émission, il y a également les membres du club Réseau Mwanganza qui prend part à cette production. Est-ce que parmi vous, il y a une question à poser? Présentez-vous et puis posez la question directement. Je pense que la question concerne nos trois invités. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Geneviève. Alors, ma question s'adresse à nos trois intervenants. Ma question est celle-ci. De l'énergie pour tous avant 2030, est-ce possible en RDC? Je commencerai par dire que le pays s'est engagé depuis 2012, je pense, à une initiative qu'on appelle CIFOROL, Énergie durable pour tous. C'est une initiative de Nations Unies qui justement visait que d'ici 2030, que les différents pays qui ont adhéré à l'initiative puissent atteindre le taux d'électrification autour de 100%. Mais la réalité nous renseigne que depuis 2012, là nous sommes en 2022, 10 ans passés, sans que les choses ne soient mises pour que l'on avance vers cet objectif-là, malheureusement. Et là, on parle de 2030 alors qu'il ne nous reste que 8 ans. C'est comme ça que déjà sur le plan national, sur le plan officiel, même l'initiative pour laquelle on avait adhéré, il y a eu des instruments qui ont été élaborés. On a produit un instrument qu'on appelle prospectus d'investissement et un autre outil qu'on a appelé agenda action pays. Et donc ces deux outils devaient normalement nous permettre d'atteindre le taux de 100%. Mais qu'est-ce qu'on constate? Après que quelqu'un disait ici que le pays a toujours tendance de demander des services de l'extérieur, on engage des consultants qui ne maîtrisent pas les réalités du pays, avec beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Ils viennent, ils font du travail pour que ça n'aboutisse à rien. Et ici, on est devant un cas où les consultants qui ont travaillé pour produire ces deux outils ont échoué, c'est ça le terme qu'on va dire, parce que finalement, après évaluation, on s'est rendu compte que le document était surévalué. Donc on ne pouvait pas atteindre les résultats tels que développés. La conséquence, c'est qu'il fallait retravailler. C'est encore de fonds qui étaient alloués pour arriver à retravailler. Et maintenant, sur l'échéance de 2030, selon cet outil, on pense qu'on peut atteindre 30% d'accès à l'électricité d'ici 2030 et 42% d'ici 2050. Mais on peut aussi dire que les choses peuvent changer. Pourquoi? Parce que ces planifications, à l'époque, étaient beaucoup plus basées sur l'hydroélectricité. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'autres solutions, d'ailleurs plus rapides, moins coûteux et, n'est-ce pas, avec moins d'impact sur le plan environnemental, sur le plan social et autres.
Alors qu'un micro-barrage, je peux prendre le cas de Zongo ou carrément de Virunga, on a vu que le barrage de Matebe, dans le parc de Virunga, qui produit 13 MW, a été construit sur une période de plus ou moins 3 ans, avec un budget de presque 500 millions de dollars. Et alors que s'il faut construire une centrale solaire, je prends le cas des Nourou, toujours à Goma, en moins d'une année, ils ont construit une centrale solaire qui produit autour d'1 mégawatt, plus ou moins, avec très peu d'argent. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une bonne planification, j'aime bien parler de la planification parce que c'est important, s'il y a une bonne planification, d'ici 2030, on peut atteindre plus ou moins 30% selon les prévisions. Et peut-être avec une bonne conscience, on pourra accélérer d'ici 2050, avoir, n'est-ce pas, un bon taux d'accès à l'électricité. Voilà, Idriss Moufouka, de l'énergie pour tous avant 2030, parce que 2030, c'est en fait le délai pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. Est-ce possible en RDC? Techniquement parlant, c'est impossible. Il faut être réaliste. Même si on a le moyen, même si on a les budgets et tout, et sur le plan technique, le pays est tellement très grand. Déjà en termes d'études, et vous savez, pour électrifier un infis qui est une province, les études peuvent prendre plus de 6 mois. Et donc, il y a beaucoup de contraintes. Nous n'avons pas assez de routes. Il y a des sites pour y arriver, ça vous prend beaucoup de temps et tout. Ce qui fait que techniquement parlant, c'est impossible qu'on puisse parler de l'électricité pour tous d'ici 2030. Mais ici, le plus important, c'est de commencer quelque part. Le plus important, c'est de voir notre pays d'ici 2030 avoir un taux d'accès à l'électricité un peu amplifié. Et même si ça sera 30% de la population, mais dis-moi, on dira on a commencé quelque part. Donc, ce qui est mauvais, c'est de rester au stade où nous sommes. Il y a un maître qui a parlé de la protection. Il faut réduire la pression sur la forêt. Il faut réduire l'exploitation de l'énergie de bois et tout. Mais ça sera impossible si on ne stabilise pas l'accès à l'électricité dans des milieux urbains. Ce qui pousse ces populations vivant en milieu rural de menacer la forêt, c'est nous qui vivons en ville. On n'a pas de l'électricité, il faut préparer avec les makala, il faut, voyez un peu. Donc, il faut commencer par stabiliser. Pendant qu'on est en train de travailler pour desservir les milieux ruraux, mais en même temps, il faut stabiliser la situation énergétique en ville. Parce que les jours où nos mamans vont commencer à utiliser un sac de braise, si à utiliser un sac pendant 6 mois, donc la production de l'autre côté, les gars vont se dire, bon écoutez, mais ces derniers temps, ça ne s'achète plus, ils vont commencer à réduire. Celui qui avait l'habitude de couper par exemple 30 arbres, celui qui avait l'habitude de produire 50 sacs, il va commencer à réduire. Et petit à petit, ça va devenir un marché très désintéressé. Et en ce moment-là, nous aurons à réduire effectivement la pression sur la forêt. Donc ça ne sert à rien d'aller enseigner les pygmées, menacer ces gens-là. Non, non, arrêtez de couper la forêt. Non, les problèmes se trouvent ailleurs. C'est nous qui provoquons ça. Donc concrètement, pratiquement, il faut... je ne pense pas que d'ici 2030, on peut arriver à une effectivité maximale. Voilà, Maître Eric, les autres l'ont dit, 2030 c'est déjà demain, c'est impossible de donner de l'énergie à tous avant 2030 en RDC, mais qu'est-ce que préconisent les réseaux Mwangaza en fait? Bon, le réseau Mwangaza travaille pour la clarification justement des politiques, travaille pour l'amélioration de la gouvernance, mais aussi pour la définition des bonnes planifications et des modélisations pour permettre d'atteindre cet objectif-là. C'est un objectif, et faut-il le rappeler, qui n'est pas nôtre. Nous l'avons épousé. Vous voyez, ça a été défini ailleurs par ceux dont le niveau d'accès à l'électricité atteignait déjà un niveau très important. Il y en a qui avaient 50% ou même au-delà des 50%. Même 100%. 100%. Le Maroc, par exemple, c'est 99%. Voilà. Et donc cette définition-là, l'énergie pour tous d'ici 2030, en tout cas pour nous, honnêtement,
comme l'a dit l'ingénieur, il faut le redéfinir. Encore faut-il voir l'énergie pour tous, là, il faut voir par rapport au niveau d'accès. On a fait un exercice intéressant dans le cadre des consultations au niveau des provinces pour la politique énergétique, où il était question de définir les niveaux d'accès. 5 niveaux d'accès ont été définis. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3 jusqu'à 5. Et un niveau d'accès peut être limité simplement à la possibilité d'avoir son téléphone être chargé. Hein? Quand vous avez votre téléphone chargé, vous avez accès à l'électricité. Un autre, c'est d'avoir la possibilité de cuire sa nourriture correctement. Un autre, c'est d'avoir la possibilité de développer des industries, ainsi de suite. Et donc, il faut se situer par rapport à quel niveau d'accès. Même lorsqu'on dit 2030, là, c'est par rapport à quel niveau d'accès qu'il faut aller. Donc, c'est un objectif intéressant, mais irréaliste pour la RDC. Mais servons-nous de cet objectif-là comme un leitmotiv. Hein? Un leitmotiv pour nous motiver à concevoir des bonnes politiques qui peuvent accélérer justement cet accès-là à l'énergie et permettre à ce que une bonne partie des gens puissent accéder à l'énergie. Merci beaucoup, Maître Eric. Merci Idriss Moufouka. Merci Emmanuel Moussouyou. Merci également au club Mwangaza qui nous a accompagnés dans cette émission. Mais merci surtout à mes confrères Tati qui est à ma gauche, et également à Freddy Kabengele. Madame, Monsieur, accéder à l'énergie permet à ce que le développement soit également au rendez-vous. Dans cette émission, nous avons donc parlé de tout cela, mais il faut une planification énergétique. Les invités sont revenus sur ça. Il faut également une politique nationale énergétique pour donner de l'électricité à tous, parce qu'il faut que le pays soit développé. Et parmi les aspects qui doivent développer notre pays figure bien sûr l'accès à l'électricité. Merci de nous avoir suivis et très prochainement, nous aurons encore à vous présenter d'autres alternatives pour une électricité durable en République démocratique du Congo.